Bien, bonjour Arnaud Miranda. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce petit format de la Procure en vidéo, les conversations. Donc on va converser autour de votre livre qui a fait beaucoup parler depuis quelques semaines, depuis sa parution, Les Lumières sombres. C'est chez Gallimard. Je ne peux pas trop le dire autrement, c'est un peu la classe d'être le premier titre d'une nouvelle collection Gallimard qui en plus s'appelle Bibliothèque. Donc ici deux géopolitiques. Puis la dernière chose à dire qui est un peu importante, c'est que c'est une coédition entre Gallimard et Le Grand Continent, qui est une revue en ligne et aussi en librairie qui marche très très bien. Peut-être pour commencer, je me disais, parce que donc, la collection s'appelle Bibliothèque de géopolitique, mais quand on ouvre le livre, on est un peu surpris. On n'est pas surpris parce qu'en fait, on sait ce qu'on va y trouver, mais c'est pas vraiment un livre de géopolitique. C'est vraiment un livre d'histoire des idées américaines, donc les idées de la néo-réaction, pardon. Et je me demandais un peu comment faire pour nous lancer. Et je me suis dit que c'était peut-être d'adresser peut-être la seule critique qui est faite au livre et au projet du Grand Continent en général, qui est en fait d'accorder une importance bien trop élevée à ce qui serait en fait trois personnes un peu toutes seules, délirantes, qui n'auraient aucune influence. Voilà. Et en fait, je vous pose la question parce que vous répondez dans le livre, et c'est presque un manifeste pour la science politique et l'histoire des idées politiques. Vous ne dites pas du tout que c'est des espèces de grands gourous qui contrôlent donc la géopolitique complexe, tout ça. Seulement, et là je vais vous laisser développer, on peut quand même entendre que la façon dont les idées infusent dans le débat, ça change des choses et ça a des effets sur la réalité. Voilà, c'est une longue introduction, mais... Oui, donc ce livre est dans le premier livre de la bibliothèque de géopolitique. Alors moi, je crois quand même que ça a à voir avec la géopolitique. Disons qu'on a affaire, à mon sens, aujourd'hui, à quelque chose comme une rupture géopolitique, quelle que soit la manière dont on la caractérise. Je parle à la fin de l'ouvrage de la thèse de Marlène Laruelle qui parle d'une vague illibérale, donc une sorte de reflux de la démocratie à l'échelle mondiale, mais on a aussi d'autres chercheurs qui constatent une forme de transformation là actuellement du monde, notamment Arnaud Orin, qui est un historien de l'économie, qui parle d'une transition d'un monde libéral vers un monde non libéral, fait d'empires qui vont entrer dans un rapport de prédation, et notamment deux empires qui semblent se dessiner, l'empire chinois et l'empire américain, qui cherchent encore à trouver sa pleine expression menacée par la Chine. Et donc cet ouvrage, qui en effet s'intéresse avant tout aux États-Unis, se pose la question de la grammaire idéologique qui vient justifier, ou en tout cas qui vient appuyer cette transformation au niveau géopolitique. Et en particulier, ce qu'on voit aux États-Unis avec le Trumpisme de manière très locale, c'est qu'on a affaire à des élites républicaines qui cherchent un langage pour justifier une forme nouvelle d'impérialisme. Et la néoréaction sur laquelle je me suis penché, finalement, est une composante de cette redéfinition d'une rhétorique qui correspond à l'attitude impériale désormais des États-Unis. Donc il y a une véritable, ça c'est quelque chose de très important pour moi, je travaille sur l'idéologie, pas juste sur les idées politiques au sens où on aurait affaire à des sortes de concepts qui vivent dans l'éther. Non, pas du tout. Moi, je m'intéresse à l'idéologie, c'est-à-dire à l'articulation entre des transformations toutes matérielles, des rapports de force, de la structure du capitalisme et les idées. Moi, j'arrive par le côté des idées, mais évidemment que ces idées s'articulent avec des transformations matérielles, des transformations économiques, des transformations sociales, des transformations politiques, et en l'occurrence, la médiatisation, la pénétration de ces idées dans le Trumpisme correspondent à un mouvement qui est beaucoup plus large. Et c'est en ce sens-là, à mon avis, qu'on a affaire à un livre qui n'est pas strictement de la géopolitique, mais qui touche quand même à un moment géopolitique. Je rebondis sur cette histoire de faire une histoire matérielle des idées. Je vais tout de suite insister sur un point, c'est que c'est un livre d'histoire des idées, mais qui s'intéresse quand même à la production de ces idées de façon très matérielle en fait. Comment on sait penser la réponse est sur Internet et de façon très informelle, un peu en réseau. Et en partant de là, j'aimerais bien qu'on commence à définir un peu le titre. Non pas le titre en fait, le sous-titre, comprendre la pensée néo-réactionnaire, parce que donc il y a deux choses, il y a réactionnaire et il y a néo, voilà. Donc peut-être, moi ce que je me disais, c'est parce que
c'est vraiment un livre sur les États-Unis, hein. Et la réaction aux États-Unis n'est pas la même que celle en Europe ou en France. Définir ce qu'a de réactionnaire dans les grandes lignes, hein, la néo-réaction, et ensuite un peu s'arrêter sur ce néo. Euh, Parce que bon, ce qu'on voit tout de suite, c'est l'optimisme technologique, tout ça. Moi, j'avais aussi l'impression, quand même, que ce qui ressortait un peu dans le livre, c'est qu'il y a, par rapport à des pensées réactionnaires plus anciennes, il y a quand même une pensée de la fin du monde, de l'apocalypse, un peu eschatologique, qui était peut-être pas, quand je sais pas, quand on pense à Joseph de Maistre, on se dit pas ça, quoi. Peut-être que je me trompe, hein. Alors ça existe un peu, en effet, surtout chez Joseph de Maistre, où il y a cette dimension, cette rhétorique théologico-politique qui va donner notamment à la Révolution française un rôle décisif dans l'histoire et un rôle quasiment de franchissement on entre dans une nouvelle ère avec cette Révolution française, et lui est contre-révolutionnaire, donc il essaie de penser la réaction à cet événement quasi théologique chez lui. Alors oui, peut-être revenir sur ces concepts qui ne sont pas évidents, qui en effet, si en plus on leur colle des préfixes, ça devient encore moins évident. Moi, je pars d'un cadre conceptuel qui est assez simple, qui est fourni par un auteur qui s'appelle Jean-Yves Pranchère, qui est un théoricien politique qui est professeur en Belgique, qui distingue de manière très claire pour moi deux courants qui existent au sein de la tradition des pensées de droite, notamment européennes, mais ça marche aussi aux États-Unis, entre deux attitudes par rapport à une sorte d'ordre traditionnel qu'il fantasme dans tous les cas. C'est-à-dire quand on est plutôt de droite, on fantasme un ordre traditionnel qu'on essaie de défendre dans le cadre politique dans lequel on vit. D'un côté, on a les conservateurs qui veulent, eux, préserver un certain nombre de valeurs morales, religieuses, en effet, qui appartiennent au passé, et qui considèrent qu'il faut composer avec le régime politique dans lequel ils vivent pour essayer de préserver au maximum ces valeurs. Donc le conservateur ne veut pas renverser la table, il ne veut pas tout détruire, tout renverser, tout déstabiliser. Il accepte de composer, en l'occurrence avec la démocratie, même s'il ne considère pas que c'est le même régime, pour défendre un certain nombre de valeurs morales et religieuses, etc. Par exemple, Léo Strauss, pour moi, c'est un conservateur de manière assez claire dans le XXe siècle. Voilà, c'est un grand philosophe politique qui est typiquement dans ce cas. C'est-à-dire qu'il n'est pas convaincu que la démocratie est le meilleur régime possible, mais il compose tout à fait avec l'idée démocratique, à condition de respecter ce cadre conservateur que lui défend. D'un autre côté, et ça c'est Jean-Yves Pranchère toujours qui le dit, le réactionnaire n'est pas mu par une volonté de préservation, mais de reconstitution. Et là, ça change tout. Pourquoi ? Parce que reconstituer, ça veut dire qu'il est trop tard, en fait. Il est trop tard pour préserver ces valeurs morales, religieuses dans l'état des choses. Donc il faut renverser la table, détruire le régime politique qui est trop corrompu, trop décadent pour permettre à ces valeurs d'exister. Et donc il faut faire quelque part, et c'est ça qui est particulier, une révolution. Donc les réactionnaires sont étrangement des révolutionnaires qui veulent se servir d'une révolution pour revenir à un état qui est traditionnel et considéré comme légitime. Donc là, on pourrait mettre des auteurs comme Carl Schmitt, Spengler, qui sont des auteurs réactionnaires à cet égard, puisqu'ils veulent en finir, en l'occurrence, avec la démocratie libérale, qu'ils considèrent comme étant décadente, inefficace. Voilà. Donc il y a une grande différence, à mon sens, déjà, pour comprendre à quoi on a affaire quand on a affaire à un auteur de droite, entre guillemets, c'est déjà de savoir s'il est conservateur ou réactionnaire. Ici, on a clairement affaire à des réactionnaires, puisqu'ils veulent, c'est le point de départ de leur idée, de leur idéologie, c'est de mettre fin à la démocratie. C'est les premiers textes de Curtis Yarvin, qui est donc l'auteur un peu fondateur de cette constellation. Ces premiers textes, c'est il faut en finir avec la démocratie, comment on fait, quel système on invente pour la remplacer. Et donc en ce sens-là, ils sont purement réactionnaires. Et vous l'avez très bien souligné, il y a un préfixe néo. Pourquoi est-ce que ce ne sont pas des réactionnaires au sens traditionnel du terme ? C'est parce qu'il y a au moins deux éléments qui les distinguent de la tradition réactionnaire classique, qu'on pourrait définir. Moi, je donne trois caractéristiques qui sont identifiables, qui permettent de voir que ces auteurs sont bien des réactionnaires. C'est qu'ils croient en ce qu'on pourrait appeler un inégalitarisme, c'est-à-dire l'idée qu'il existe des inégalités naturelles et qu'elles doivent être reprises dans l'ordre social. Donc inégalité de race, de genre et sociale, c'est-à-dire de compétences quasiment. Donc ça peut s'exprimer par le QI chez ces auteurs par exemple. Il y a une forme de pessimisme anthropologique qui vient justifier une sorte d'autorité souveraine extrêmement forte, voire absolue. Donc l'idée que les hommes de toute manière ne pourront vivre que dans la discorde,
Et donc, pour régler le conflit, l'évacuer, il faut une autorité absolue ou au moins très forte. Et une troisième caractéristique de la pensée réactionnaire traditionnelle, c'est donc ce rejet de la démocratie. Mais il y a deux autres caractéristiques qui justifient le préfixe néo, c'est un optimisme à l'égard de la technologie et plus précisément une défense de la dérégulation de la technologie. Ça, c'est quand même moins évident quand on est réactionnaire, puisque généralement, il y a une forme de méfiance à l'égard de la technique. Alors, il y a quand même, pour nuancer, des éléments qui existent dans la tradition réactionnaire, en particulier du côté des fascistes des années 20, qui, pour certains d'entre eux, notamment ceux qui se sont rapprochés du futurisme, défendent une forme voilà, ça s'accapare en quelque sorte la question de la technologie. Néanmoins, là, on a affaire à quelque chose d'encore plus fort, c'est l'idée de dérégulation complète de la technologie. En particulier chez Nick Land, un autre penseur très important de cette catégorie, qui lui veut même mettre la politique au service de cette dérégulation. Et le deuxième élément caractéristique qui permet de justifier qu'on sort un peu de la tradition réactionnaire, c'est qu'il y a un héritage libertarien essentiel dans ce courant de pensée. Alors, c'est assez typique du cadre américain, enfin, c'est pas, justement, on pourrait se dire que ça sort et c'est original par rapport à la tradition réactionnaire, parce que justement, en Europe, le courant libertarien existe, d'ailleurs il vient, in fine, si on remonte dans l'histoire du libertarianisme d'Europe, mais il s'est véritablement implanté aux États-Unis. Et la néo-réaction, l'histoire de la plupart des néo-réactionnaires, ce sont des libertariens qui ont été déçus ou qui se sont dit que le libertarianisme ne pouvait pas être mis en place, et donc il fallait être plus pragmatique, et donc se sont tournés en quelque sorte vers la réaction. En tout cas, c'est la manière souvent dont ils le présentent eux-mêmes, en particulier Curtis Yarvin. Encore une fois, une petite nuance à cet égard pour être parfaitement voilà, honnête intellectuellement. On pourrait s'interroger sur le caractère réactionnaire de certains libertariens, par exemple Hayek, qui finalement, en défendant une forme d'ordre naturel, ce qu'il appelle la catalaxie, l'ordre naturel du marché, finalement défend une forme de naturalisme des relations sociales qu'on pourrait, si on étend un peu le concept de réaction, rapprocher de la tradition réactionnaire. Mais c'est quand même, voilà, ça serait un petit peu tiré par les cheveux. Donc pour synthétiser un peu et faire plus simple, ces auteurs sont réactionnaires, d'ailleurs ils revendiquent le terme, Curtis Yarvin revendique le terme de réactionnaire. Il y a une filiation avec des auteurs réactionnaires classiques, donc Mestre, Carlyle, Spengler, et voilà, Carl Schmitt évidemment, mais il y a cet élément néo-réactionnaire avec le libertarianisme et la technologie. Et une dernière chose que je voulais dire aussi sur ce nom de néo-réaction, pourquoi est-ce que je le reprends, c'est parce qu'il dit aussi quelque chose qui pour moi est très important, c'est la dimension de tension, quasiment de contradiction qui traverse en fait tous ces textes. C'est que ce n'est pas résolu en fait. Ce rapport entre technologie, futurisme et tradition réactionnaire, ça paraît aux lecteurs de ces textes, et j'imagine aussi aux lecteurs de ce livre, qu'il y a une forme de contradiction irrésolue. On a l'impression que c'est pas complètement, ça ne peut pas tenir ensemble, et donc tous ces textes en fait sont traversés par cette tension. D'ailleurs même, donc Les Lumières sombres, c'est la traduction de The Dark Enlightenment, qui est un recueil de textes de Nick Land, dont on va peut-être un petit peu parler ensuite. Je trouve qu'il y a, même dans ce titre-là, cette appellation, il y a toute la tension dont vous parlez, parce que d'un côté, la néo-réaction vient des anti-lumières, quoi. Mais avec les Lumières sombres, il y a quand même l'idée qu'en fait, on va pousser le projet des Lumières encore plus loin dans la rationalité, dans la quête du vrai et de la réalité. Il y a comme ça un appel tout le temps au réalisme. Il y a une citation de Nick Land à la toute fin, qui est assez terrible, hein, où en fait, Nick Land dit ça sert à rien d'être pour ou d'être contre, on parle juste de la réalité et de ce qui est vrai, quoi. Et d'un autre côté, il y a toute une... Donc ça, voilà, il y a une espèce d'hyper-réalisme qui irait encore plus loin que les Lumières, et de l'autre, il y a quand même l'espérance d'une singularité technologique, pas pour tous ces penseurs, hein, parce que c'est ça qui est compliqué, c'est qu'ils pensent vraiment pas tous la même chose. Et donc, voilà, je trouve que le Dark Enlightenment, déjà, juste cette impression, ça montre bien tout ce qui est tendu et non résolu dans ce mouvement. Et pour poser une vraie question, peut-être. Je peux répondre là-dessus parce que c'est un point, à mon avis, en effet, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce titre et je l'ai repris, vous avez raison de le souligner, c'est qu'en fait, ce qu'il faut entendre derrière ça, c'est le côté... donc, dark, ça vient donc c'est une référence à penser à Dark Vador, c'est-à-dire c'est vraiment Star Wars, c'est le côté obscur de la Force. Et donc ce qu'ils défendent, c'est une version obscure des Lumières, le côté obscur des Lumières. Ce qui veut dire qu'ils sont, c'est pas vraiment les anti-lumières dans le sens où c'est pas l'idée de nier, d'être anti-moderne, de revenir, anti-moderne est peut-être mal choisi,
disons, pré-moderne. L'idée, c'est vraiment de dire, on garde de la modernité, l'invention du capitalisme, la dimension scientifique, le projet scientifique. Peter Thiel adore se référer à Bacon, et il l'a fait quand il est venu à l'Académie des sciences morales et politiques récemment, en disant finalement il faut revenir à une modernité baconienne. Donc, il y a le projet scientifique de la modernité, il y a la dimension, l'invention du capitalisme, donc c'est pas du tout pré-moderne dans ce sens-là. Mais pourquoi obscur? C'est parce qu'il s'agit de détacher le projet de la modernité de son projet moral et humaniste et émancipateur. Donc c'est les Lumières, moins la morale, moins l'émancipation, et donc pour ne garder, c'est ça les Lumières sont, Dark Enlightenment, pour ne garder que ça, la brutalité scientifique et technique. C'est vraiment ce qui est revendiqué, et c'est pour ça qu'ils disent que c'est le côté obscur de la force, en quelque sorte. Pour moi, il y a encore deux choses vraiment. Il y a plein de choses à dire sur le livre, et puis il faut le lire de toute façon. Mais il y a deux points que j'aimerais qu'on aborde vraiment. C'est le premier, j'ai commencé. C'est que pour comprendre, et là le livre est très clair, ce que c'est ce mouvement, si tant est que c'est un mouvement justement, faut voir comment il se crée et comment il se voit lui-même en fait. Et justement, comparé au reste de la droite américaine, et notamment l'alt-right, c'est pas du tout un mouvement, si même est-ce qu'on peut dire mouvement quoi, Moi je parle de constellation Ouais. justement parce que c'est à la fois une réunion entre des textes, un médium, internet, qui évolue d'ailleurs, des auteurs et aussi des problématiques qui existent et dont ils se saisissent. Donc c'est plutôt moi je parle de constellation intellectuelle. Et donc ce qui est vraiment intéressant, et ce qui fait un petit peu la particularité de ces auteurs de blog et tout ça, c'est qu'ils fait, ils sont contre l'activisme. C'est comme une vision de la politique, en fait apolitique, pas dans le sens ni de droite ni de gauche, hein, mais vraiment qui ne prend pas en compte les moyens traditionnels quoi, de la politique, qui seraient un parti politique, un journal d'opinion très diffusé, des lobbies. Enfin, c'est pas du tout, ils se placent pas là du tout. C'est plutôt et j'aimerais bien que vous nous parliez un peu de ça. Ils sont presque à la recherche du cool, en fait. C'est quelque chose de contre-culturel et qui n'est jamais lourd, qui n'est jamais alourdi par la politique. Voilà, on s'en défait quoi, de cette espèce de... Absolument. Donc l'élément contre-culturel est décisif pour moi pour comprendre cette constellation, c'est-à-dire qu'il se présente systématiquement comme subversif, c'est-à-dire que subversif par rapport à ce qu'il considère comme étant une idéologie dominante, quelle que soit la manière dont il l'appelle. Curtis Yarvin l'appelle la cathédrale, mais en gros, ça pourrait être aussi le wokisme, le progressisme, la bien-pensance, l'idéologie dominante en général. Donc ils se présentent vraiment comme subversifs et vont profiter des codes de l'explosion d'Internet et notamment des blogs, et donc de la circulation d'éléments culturels qui vont être spécifiques à cette période, donc en particulier les mèmes qui sont ces images virales. Alors c'est pas nécessairement une image, mais qui sont ces, on va dire, images au sens très large. Voilà, un signifiant viral et qui va être repris et parfois dépossédé de son cadre politique ou de son intention initiale pour être réinterprété sans cesse. La pilule rouge que Yarvin, donc la red pill en anglais, qui est récupérée par Yarvin du film Matrix pour dire que finalement on va se désintoxiquer du progressisme, de la bien-pensance. Voilà, par exemple le Penguin plus récemment, la red pill a été extrêmement diffusée et reprise par des gens qui n'étaient pas du tout des néo-réactionnaires, qui étaient des incels, des masculinistes par exemple. Ça a circulé dans d'autres réseaux, alors principalement quand même de l'extrême droite internet, mais voilà, il y a une forme de circulation virale et dont ils ont conscience, et ça c'est quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'ils élaborent cette stratégie contre-culturelle de manière consciente comme étant un moyen de ne pas se faire repérer par les éléments démocratiques, par le système démocratique et médiatique. Donc une manière de ne pas se faire prendre au sérieux pour pouvoir développer une doctrine qui reste subversive et qui paraisse, disons, qui conserve un élément contre-culturel pour séduire l'élite, en l'occurrence du Parti républicain. Donc cette idée de conserver une sorte de force subversive pour rester cool, comme vous l'avez dit, et pour ne jamais se faire prendre au sérieux ni récupérer par les médias. Et cette dimension passiviste, elle s'oppose donc à l'activisme, et elle est forgée aussi contre, et utilisée contre le populisme. C'est-à-dire l'idée, c'est de penser que quand on est un réactionnaire, on ne peut pas triompher par le populisme parce que le populisme rend déjà dépendant les décisions des gouvernants d'une forme de volonté populaire, ça ne leur va pas parce qu'ils sont très élitistes, mais aussi puisque ça
inonde l'espace public d'idées dont ensuite les démocrates vont pouvoir se saisir pour les contrer, pour élaborer des contre-programmes. Or, c'est tout ce qu'il faut éviter. Garcia-Servine dit il faut à tout prix éviter l'activisme au nom des idées réactionnaires, parce qu'on va susciter, solliciter, activer le système immunitaire démocratique. Donc il faut rester vraiment à la marge d'Internet pour pouvoir, au bout d'un moment, constituer un corps de doctrine suffisant et se connecter ensuite au réseau d'élites politiques, intellectuelles et économiques. Et il ne faut évidemment pas, ça aurait pu ne pas marcher, mais ça a marché, notamment par l'entremise de Peter Thiel, qui a connecté ces idées à une certaine aile du Trumpisme et au milieu économique de la Silicon Valley. En tout cas, la droite tech de la Silicon Valley. Alors, ça ne veut pas dire que ces idées sont devenues hégémoniques, mais disons que la stratégie passiviste a été de fait beaucoup plus efficace que celle de l'alt-right, en tout cas dans la manière dont ces idées ont, dans une certaine mesure, limité, informé le pouvoir de Trump 2, et en particulier avec certaines mesures qui ont été reprises des idées néo-réactionnaires. Bon, comme le temps file, il va falloir conclure, mais en fait c'est drôle, on n'a même pas parlé précisément des deux personnages principaux du livre, qui sont donc Nick Land, que vous appelez le philosophe, et Curtis Yarvin, le pamphlétaire. Je ne vais pas vous lancer dans un portrait précis des deux personnages, mais ce qui est intéressant et ce qui va dans le sens de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, dans ces tensions, dans ce côté informel, mouvance et non pas mouvement, c'est peut-être de parler de leurs grandes différences, quoi. Parce que Curtis Yarvin, c'est un vrai bon réactionnaire qui veut formaliste, vous nous direz peut-être un peu ce que c'est. Et quand on compare à Nick Land, et qu'ils se revendiquent tous les deux de la néo-réaction, Nick Land, ça vient de Deleuze, il y a une idée d'un futur terrible, mais libérateur qui attend l'humanité. Enfin voilà, c'est vraiment pas le même cadre épistémologique, quoi. Donc voilà, peut-être parler un peu de ces tensions entre les deux. A priori, ils se sont rencontrés récemment. C'est la première fois. Avant, ils se disaient. Enfin, Curtis Yarvin disait qu'il ne disait pas Nick Land. Bon. Mais ils sont très loin en fait, et pourtant ils sont ensemble dans ce. Oui, alors même plus concrètement, c'est à partir de la lecture de Curtis Yarvin que Nick Land se déclare néo-réactionnaire. C'est-à-dire qu'il commence à s'intéresser au cours des années 2000, après avoir été dans les années 90 une figure de l'avant-garde culturelle de gauche britannique autour d'une sorte de laboratoire un peu hétérodoxe qui s'appelle le CCRU, dont est aussi issu Mark Fisher, qui est une figure très importante aujourd'hui de la gauche, je ne sais pas comment on pourrait dire, post-marxiste presque, ou marxiste hétérodoxe, qui a donc été un proche de Land à cette époque, Sadie Plante, qui est une personne cruciale pour comprendre le cyberféminisme aujourd'hui, qui est on va dire avec Donna Haraway la principale figure du cyberféminisme. Et Nick Land, au cours des années 2000, parce qu'il défendait une position qui donc est l'accélérationnisme, l'idée de suivre, d'encourager la force de déconstruction, d'autodéconstruction du capitalisme. Je ne vais pas me développer, mais voilà, c'est son accélérationnisme qui l'a poussé à s'intéresser à des théories pro-capitalistes et in fine à s'intéresser au libertarianisme et à la néo-réaction. Donc il est arrivé en quelque sorte à la néo-réaction par un parcours intellectuel, mais c'est avec les textes de Curtis Yarvin qu'il s'est lui-même défini comme néo-réactionnaire. Donc Nick Land est un lecteur de Yarvin, je ne pense pas qu'il le prenne de manière excessive au sérieux, une forme de distance aussi vis-à-vis de ses textes, et inversement, comme vous le disiez, Yarvin, je pense, n'a pas vraiment le même arrière-plan philosophique que Land, et donc à mon avis il y a une certaine barrière à l'entrée de la lecture de Land qui est quand même qui est formé en tant que philosophe et qui écrit, même encore aujourd'hui, dans un cadre qui se replace dans une certaine histoire de la philosophie. Il y a un intertexte très important avec des auteurs philosophiques comme Kant, par exemple, et je pense que Curtis Yarvin est quand même assez hermétique, à la fois au style de Land qui est très obscur, et aussi à cette espèce d'intertextualité avec l'histoire de la philosophie à laquelle Yarvin n'est pas formé. Ce qui est intéressant sur leur divergence, je pense qu'il faut les voir un peu aussi comme dans une forme de chiasme, leur trajectoire, et leur pensée elle-même. C'est-à-dire que chiasme au niveau de la trajectoire, pourquoi ? Parce que Nick Land est quelqu'un de très connu dans les années 90. Il est institutionnellement même reconnu, alors certes dans une forme d'avant-garde culturelle, mais c'est quand même un professeur de philosophie en poste, une figure importante d'un des mouvements qui marquera par exemple le développement des nouveaux matérialismes en philosophie. C'est quand même une figure
pas majeur dans l'espace de la philosophie contemporaine, mais c'est quand même une figure reconnue. Et progressivement, jusqu'à aujourd'hui, il s'est en quelque sorte camouflé, il a quitté l'université, il a commencé à écrire des blogs, et aujourd'hui, il écrit que sous pseudonyme. Les gens qui ne savent pas que son pseudonyme correspond à Nick Land ne sauront pas que cette personne est Nick Land. Donc il y a une forme de maquillage progressivement, de pseudonymisation, alors que Yarvin c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il a commencé sous pseudonyme et il s'est progressivement imposé comme étant une figure plus institutionnelle, avec beaucoup de guillemets évidemment, mais surtout plus médiatisée. Donc il y a vraiment des trajectoires inverses. Et au niveau de leur pensée, il y a aussi une dimension, il y a une forme de chiasme, dans le sens où la néoréaction, comme je le disais tout à l'heure, elle est caractérisée par ces deux éléments très particuliers, à la fois la dimension réactionnaire, l'idée d'une autorité politique souveraine forte, voire absolue, et la dimension dérégulation technologique. Ces deux éléments entrent un peu en tension, et ces deux penseurs les hiérarchisent de manière très différente, ces deux éléments. Nick Land met la néoréaction dans sa théorie au service de la dérégulation, c'est-à-dire que le passage de la démocratie à autre chose, donc un État-entreprise pour Yarvin, et Nick Land reprend cette idée, doit être la voie pour accélérer le développement du capitalisme et de la technologie. Donc chez lui, la politique est au service de l'accélération technologique. Et chez Yarvin, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que la dérégulation technologique, l'innovation technologique doit être mise au service, va in fine coïncider avec une plus grande souveraineté, alors pas au niveau de l'épaisseur de l'État, mais de la toute-puissance de la personne qui décidera, qui sera une sorte de roi PDG, comme il le décrit. Donc il y a une sorte de renversement du rapport entre technologie et pouvoir. Chez Land, c'est le pouvoir au service de la technologie, et chez Yarvin, c'est plutôt la technologie au service du pouvoir. Bon, c'est un peu une petite fin abrupte, mais en fait, c'est pas vraiment fini. Parce qu'on a quand même dit pendant tout l'entretien que c'était important de s'intéresser aux idées et à leurs effets. Et ça tombe bien parce qu'on est dans une librairie. Donc maintenant, on va parler de lecture. Voilà. Bon, ben, tous les lecteurs sont des jeunes lecteurs d'abord, enfin la plupart, hein. Et donc on se retrouve dans le rayon jeunesse de la librairie La Procure, un des rayons jeunesse parce qu'il y en a un autre plus loin. Vous vouliez nous parler d'une lecture qui vous a marqué, enfant? Automatiquement, je suis allé vers la littérature jeunesse, parce qu'il y a des livres comme ça, avec notamment des illustrations qui m'ont marqué. Et quand je réfléchis à mes expériences de lecture de jeunesse, c'est principalement un auteur auquel je pense, c'est Claude Ponty. Et j'ai récemment, d'ailleurs, il y a quelques années, relu certains de ses livres, et j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable. Et je pense on ne l'entend pas assez, à quel point la littérature jeunesse est c'est pas une littérature simplifiée, c'est une littérature qui peut être d'une profondeur infinie. Et je trouve que Claude Ponty arrive, cette espèce de prodige, à s'adresser à des enfants dans un langage simple, mais à écrire des livres d'une poésie infinie, en l'occurrence infinie. Par hasard, je prononce ce mot, mais c'est vraiment ce à propos de quoi est ce livre, qui est celui peut-être qui m'a le plus marqué, qui est L'Arbre sans fin. Je me souviens plus, parce que ça peut être très terrible quand même, Claude Ponty. Celui-là, il est assez terrible. Une image qui m'a traumatisé, alors est-ce que je vais la retrouver facilement? Voilà, il y a une créature donc, qui est à moitié surréaliste, une créature faite de feuilles. Voilà, qui m'a. Alors moi j'avais le grand album, j'avais la chance d'avoir ces grands albums en dur, mais voilà, ces espèces de créatures surréalistes, et qui en fait qui sont des réserves inépuisables pour l'imagination, et qui aussi, et ça c'est intéressant, ouvrent l'imagination à des éléments un peu conceptuels, à l'idée d'infini, peut-être au fait qu'il ne faut pas totalement se fier à la réalité. Il y a ces idées, souvent ces moments dans Ponty où on s'ouvre à un autre monde, et ça je trouve que c'est des choses qui sont des sortes de schèmes, d'images qui continuent de nous hanter, et qui continuent de structurer la manière dont on pense, même beaucoup plus tard. C'est un peu ce que vous cherchez dans la littérature maintenant aussi, des concepts autrement que dans un livre de philosophie. Tout à fait. Quand j'ai réfléchi au livre qui m'avait marqué, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un peu un fil rouge au niveau de ce rapport à l'imagination. Bah, ça tombe bien, on va peut-être pouvoir continuer à se balader. Là maintenant on est du côté du rayon des livres de poche de la Procure. On a parlé de Claude Ponty et ces mondes étranges qui introduisent à des concepts. Vous allez parler d'un livre qui est a priori sur votre chevet, fiction de
de Jorge Luis Borges, je l'ai très mal prononcé. Est-ce que c'est Claude Ponty pour les adultes? C'est très bien introduit parce qu'en effet, je pense que je m'en suis pas rendu compte quand j'ai fait cette sélection, mais en effet, ça marche assez bien. Alors pourquoi j'ai dit livre de chevet, ça fait presque poseur hein, de dire qu'on y revient sans cesse, mais c'est vrai, j'ai essayé de réfléchir aux livres que je relisais ou que je ressortais le plus souvent, et c'est peut-être lui, alors pour des raisons assez pragmatiques, hein. C'est vrai que il m'arrive m'arrive de faire des cours à des étudiants, et je trouve que les nouvelles qui sont en particulier dans fiction de Borges permettent d'approcher des concepts philosophiques par un angle qui n'est pas trop théorique et hermétique, et donc des lecteurs qui ne sont pas forcément familiers de l'histoire de la philosophie, c'est une bonne introduction parfois à des idées, et une sorte d'ouverture à la théorie par la littérature. Et en particulier, il y a quelques nouvelles comme ça que je reviens voir ou même que je fais lire à des étudiants. Il y en a une qui m'a beaucoup marqué. Alors évidemment, il y a les classiques, mais une qui m'a la plus marqué, c'est peut-être Funes El Memorioso. Donc je pense que c'est traduit Funes et la mémoire dans cette version. Et c'est en fait finalement où il raconte une sorte de chronique dans laquelle il rencontre un personnage qui, après une chute de cheval, je crois, a un défaut et devient ultra mémorieux. Il se souvient d'absolument tout, mais quand il dit absolument tout, et ça c'est le geste souvent de Borges, il le pousse à son extrême et son absurde, c'est-à-dire il se souvient de n'importe quel détail. Et la conclusion de cette nouvelle, enfin les conclusions que tire ce narrateur de la nouvelle, c'est que Funes n'arrive plus à penser, parce que penser, c'est abstraire, c'est oublier, c'est sortir de la singularité. Et je trouve que c'est une introduction géniale à ce que c'est que la pensée, c'est-à-dire que on a besoin d'oublier pour penser. On a besoin d'oublier la singularité des choses. On a besoin de faire de tracer des abstractions au-delà de la singularité des événements. Et en fait, c'est ça aussi qui a paradoxalement, enfin pas paradoxalement, qui est aussi la cœur du rôle de chercheur, notamment en histoire des idées, c'est-à-dire que même si on fait parfois un peu violence à la singularité des idées, des auteurs, on est obligé, pour penser, de faire certaines abstractions, d'inventer des catégories, de les redessiner, mais il y a forcément un degré de violence fait à l'événement singulier. Et c'est à la fois frustrant et à la fois magnifique de se dire que pour penser, il faut oublier. Bon, bah maintenant, on est dans le rayon littérature française. C'est un gros rayon, il y a beaucoup d'écrivains en France. Aujourd'hui et hier, je vous laisse peut-être en parler de pourquoi tout le monde devrait lire Le Rivage des Sirtes de Gracq. Alors d'abord, c'est très dur de sélectionner un classique que tout le monde devrait lire, et c'est aussi très impressionnant de devoir quasiment faire la promotion d'un livre aussi immense. Mais moi, en tout cas, à l'échelle très personnelle, ce qui m'a d'abord marqué, c'est la langue de l'auteur. C'est-à-dire, j'ai sélectionné Le Rivage des Sirtes, mais même ces inédits qui sont en train d'être édités d'ailleurs, comme Les Terres du Couchant, sont des livres qui, lui-même, visiblement, n'en était pas totalement satisfait. Il en avait tiré une partie pour la publier dans un recueil, mais l'entièreté du roman ne l'avait pas satisfait. Mais même cette insatisfaction, moi je la trouve géniale. Je trouve que c'est une langue qui se déploie, c'est quasiment de la prose poétique. Et donc, on a beau être dans n'importe quel livre de Gracq qu'on retrouve, on se sent un peu chez soi. Et ça, je trouve que c'est une relation à la lecture qui est une forme de confort, et on sait que ça va être beau, bien écrit, une langue rassurante. Donc j'ai un peu ce rapport à lui, et en effet il y a aussi quelque chose de particulier dans Le Rivage des Sirtes, c'est cette espèce de roman de l'attente, qui est presque je dis un roman, mais c'est presque un anti-roman à certains égards, hein, quelque chose qui est une sorte de dilution complète du temps dans l'espace. Et d'ailleurs, c'est un écrivain qui est pour moi marqué par cette espèce de mouvement, c'est un géographe initialement, une sorte de dilution de l'histoire dans l'espace, dans la géographie. On a l'impression que tout devient éternel en quelque sorte. Il n'y a plus d'époque, ça devient quelque chose comme, ou alors le temps devient de l'espace, et l'histoire devient de la géographie. Et ça, je trouve que c'est un geste marquant, et qui a quelque chose d'un peu d'étrange au XXe siècle, c'est-à-dire que son style me semble bizarrement
déliaison avec ses contemporains. Mais Et c'est plus vieux ou plus jeune? Enfin, à la fois plus jeune et plus jeune et plus vieux, c'est-à-dire à la fois du 19e siècle. Je crois que Chateaubriand est un de ses auteurs favoris, et en même temps, il y a quelque chose comment dire, de littérature de l'imaginaire qu'on retrouve aujourd'hui. Les Terres du Couchant, c'est quasiment un livre comment dire, qui canonise un genre assez mineur pendant très longtemps. Donc il y a quelque chose d'un auteur qui vole au-dessus des époques, qui était même proche d'ailleurs des surréalistes et de Breton pendant un temps, et Breton avait dit qu'il pensait qu'aucun roman surréaliste pourrait être écrit avant de lire Au Château d'Argol. Donc il y a quelque chose de très étrange, la manière dont lui circule dans l'histoire littéraire, et j'aime bien ce côté presque évasif par rapport à l'histoire littéraire, insaisissable, et je trouve qu'on retrouve ça aussi dans son style. Il se camoufle dans une langue qui échappe à l'histoire. merci beaucoup. On va finir cette petite visite de la librairie en parlant d'un livre que vous allez bientôt lire. Donc je vous laisse le présenter parce que moi je le connais pas, c'est très grave un libraire qui ne connaît pas les livres qu'il vend. Mais voilà, c'est aussi chez Gallimard, hein. Oui, c'est un chercheur qui est un professeur, enfin maître de conférence à la Sorbonne en littérature, et donc Alexandre de Vitry, et qui, alors j'ai triché, je l'ai un petit peu lu quand même, j'ai un peu lu l'introduction, et qui en fait propose une approche qui, à mon avis, est exactement celle dans laquelle j'aimerais moi aussi m'intégrer. C'est cette approche qui consiste à un petit peu dépasser les sphères disciplinaires, considérer qu'on fait de la littérature, de la science politique, de l'anthropologie, etc., de l'économie, et à s'intéresser, en l'occurrence, ce qui nous relie, c'est de s'intéresser au langage, à la manière dont les idées ont une vie qui est propre, et en l'occurrence c'est ce que l'histoire conceptuelle qu'il revendique aussi comme moi, comme méthode, essaie de faire, c'est-à-dire se poser la question de la manière dont l'interprétation des idées dans le temps, donc par différents auteurs, restructure de manière constante notre grammaire, la manière dont on pense, notre imaginaire. Et il y a quelque chose qui l'intéresse au premier plan et qui m'intéresse aussi énormément, c'est la question de la métaphore. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que l'histoire des idées, c'est l'histoire des concepts bien établis, l'histoire des concepts bien définis qui structurent la réalité de manière très solide. Et en fait, quand on creuse un peu les textes, ce qui inonde les textes à prétention théorique en particulier, ce sont les métaphores. Et notamment, lui se concentre sur la métaphore de la fraternité. Et moi, dans mon travail de recherche, je m'étais concentré sur les métaphores de la décadence. Et très étrangement, alors que lui vient de la littérature et moi de la science politique, on se retrouve à parler des mêmes auteurs, parler avec les mêmes mots et avec la même méthode. Et je trouve que comment dire, c'est génial de voir qu'après une forme de fragmentation, de délitement des sciences sociales et des sciences humaines au cours du dernier siècle, on se retrouve paradoxalement autour de méthodes comme ça qui nous rassemblent et qui montrent qu'il y a quand même un effort commun aux différentes disciplines. Bon, mais merci beaucoup Arnaud Miranda pour notre échange et puis pour ces conseils de lecture. Et moi, c'est très intéressant pour moi, j'espère que ça le sera pour tout le monde. On a beaucoup parlé en fait de l'importance des idées, de la place qu'elles ont dans nos vies et là un petit peu plus de la place de la littérature. Vous avez déjà en fait commencé à répondre tout au long de l'entretien, que ce soit au café ou dans la librairie. Mais la dernière question, un peu pour se quitter, ça sera qu'est-ce que peut la littérature? Alors je sais pas ce qu'elle peut, en tout cas j'espère qu'elle peut nous aider à nous réapproprier la question, enfin nous réapproprier un langage, nous permettre d'inventer un langage ce qui à mon avis est une tâche cruciale, en particulier dans le moment qu'on est en train de vivre. Et moi, un constat essentiel que je fais dans le livre, mais aussi plus généralement, c'est cette idée qu'il y a une forme de colonisation de l'imaginaire politique par ces auteurs néo-réactionnaires et autres, et qu'il faut trouver les moyens de se réapproprier cet imaginaire ou d'en inventer d'autres. Et de toute évidence, on ne peut pas se satisfaire de la posture de défense, de lutte et de critique, qui est pourtant très importante. Il faut aussi trouver des ressources pour renouveler ou inventer cet imaginaire politique que
que l'on veut défendre. Et je crois que la littérature permet ça, ou en tout cas elle peut lancer tout un tas de perches dont on peut se saisir pour recomposer et renouveler, comme je le disais, cet imaginaire. Donc c'est pas si optimiste que j'aimerais l'être, mais en tout cas, travailler à même cette question du langage, de la grammaire qui nous est imposée pour la déchirer et puis l'investir avec des concepts, des idées, des métaphores et même plus largement un imaginaire qui ne sera pas celui qui nous est imposé. Bon, merci beaucoup Arnaud Miranda. Merci.